Bien, merci Soline, merci à l'ensemble du comité d'organisation de ces journées d'études et en particulier à Marie qui m'a proposé d'y contribuer en proposant, en vous présentant plus exactement le dossier archivistique de la maison de Fourny. Alors, la maison de Fourny, ça. La maison de Fourny, c'est une grande maison qui est située en dehors du centre urbain de Délos. Elle est construite à la fin du deuxième siècle et au début du premier siècle avant Jésus-Christ. Elle connaît une période d'occupation d'environ 50 à 70 ans au maximum et elle représente en l'état actuel de nos connaissances un ensemble d'environ 2000 mètres carrés. La maison de Fourny à Délos relève aussi de la catégorie de ce qu'on appelle pudiquement des vieux dossiers des liens, à la fois par l'ancienneté de sa découverte en 1916, par le fait qu'elle n'est pas encore publiée, mais à maxima culpa, et parce que le dossier a été transmis successivement à 5 membres de l'École française d'Athènes. Il en résulte un feuilleté d'archives dont je développerai la nature diverse, qui a nécessité une enquête relativement longue, pas tout à fait terminée d'ailleurs, et qui laisse subsister lacunes et mystères. Il n'en reste pas moins que le dossier archivistique est représentatif de plusieurs points qui intéressent les problématiques de ces journées d'études. D'abord, il révèle les méthodes de travail des chercheurs, voire des traits de leur personnalité. Ensuite, il révèle le fonctionnement de l'institution qu'est l'EFA et son évolution dans la prise en compte et le traitement des archives. Enfin, il est le miroir des modes de classement, voire de hiérarchisation des disciplines et des données de la science, saisies dans leur évolution tout au long du XXe et du début du XXIe siècle. Le dossier de la maison de Fourny est d'abord l'histoire d'une transmission, et c'est ce que veut vous montrer ce tableau. Une transmission sur la longue durée, depuis 1916 jusqu'à aujourd'hui, mais finalement avec peu d'opérations de fouilles et de dégagement eu égard aux dimensions de l'édifice. Les dates et les fourchettes chronologiques qui vous sont données dans la partie gauche sont celles des fouilles et dégagements. Elles ont souvent été précédées ou suivies de nombreuses missions d'études sur lesquelles nous avons des informations inégales. Ce que montre également ce tableau, c'est la grande variabilité de la durée de ce qu'on peut appeler les mainmises sur le dossier. De ce point de vue, on peut à peine dire que Plassard a été responsable de quoi que ce soit. Il a fait, on ne sait pas vraiment trop quoi, en 1916. Fernand Robert a assuré une mission en son nom propre avant de passer la main à son collègue Jacques Coupry, qu'il a eu dans les mains pendant environ 25 ans. Il l'a ensuite transmis à Christian Leroy, qu'il a lui-même eu en main durant environ 50 ans avant de passer le témoin. Le tableau montre également qu'au seuil des années 60, on passe du binôme archéologue-architecte à la constitution d'une équipe pluridisciplinaire et internationale en fonction des compétences requises pour le traitement des différents dossiers. Il s'ensuit naturellement une diversification des producteurs et par là même une dispersion des archives qui ne sont pas toutes déposées à l'école. Le rôle centralisateur d'une institution comme l'EFA est donc fondamental à la fois pour la récupération et pour la conservation des données dans ce contexte. On peut également préciser les modalités de cette transmission. De manière exceptionnelle, le dossier s'est transmis de Fernand Robert à Jacques Coupry, qui sont pourtant membres de l'école en même temps. Mais Fernand Robert est légèrement plus avancé puisqu'il entre à l'école en 1932 et Jacques Coupry en 1934. On le constate par contre dans les lettres, l'un est en quelque sorte inféodé à l'autre, et c'est l'avis de Fernand Robert qui prévaut auprès du directeur simplement par l'ancienneté de son entrée à l'école. De manière plus habituelle par rapport à d'autres dossiers, le dossier de la maison de Fourny est transmis ensuite d'un ancien membre à un membre fraîchement entré à l'école. Ce dossier est donc à la fois une manière de tester les compétences d'une jeune recrue et surtout une manière d'achever un dossier qui traîne et dont on a conscience qu'il traîne déjà depuis un bon moment. Ça a été la justification du passage de témoin entre Coupry et Leroy, puis entre Leroy et moi, puisque je suis chargée de mener enfin à bien l'étude et la publication de cette maison. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette transmission se fait d'abord de manière matérielle et concrète. En effet, on se transmet les dossiers de la main à la main avec un certain nombre de documents,
des carnets de fouilles, bien sûr, des tirages photographiques dont les négatifs sont généralement déposés à l'école. On se transmet également un certain nombre de dessins et croquis. En revanche, ce qui est significatif, c'est que, à cette époque du moins, les dessins finalisés des architectes, j'insiste sur le terme de finalisé, sont déposés à l'école, ainsi que certains tirages photographiques lorsqu'ils sont associés à des lettres envoyées au directeur. Mais c'est aussi une transmission qui se double d'une transmission orale sur le terrain. Et grâce aux deux visites de Christian Leroy à Délos et particulièrement à la maison de Fourny en 2008 et 2009, j'ai pu avoir avec lui une vraie étude sur le terrain, de l'historique des fouilles. Il m'a donné le nom de certains collaborateurs qui n'étaient écrits nulle part, certains noms d'ouvriers aussi, ce qui est intéressant. Il m'a aussi fait part sur le terrain de ses doutes et hypothèses de travail. Alors, quel est l'état des lieux des archives au moment où je reprends le dossier en 2008? D'abord, premier point, je n'ai aucun document qui concerne les explorations ou la fouille de Plassard en 1916, à part le petit relevé que vous avez vu à la diapo précédente. Les archives Coupry, en tout cas ces carnets de fouilles, sont réputés perdus, à l'exception d'un portefeuille d'aquarelle fait par sa femme Marie-Jeanne en 1935, j'ai retrouvé son prénom assez récemment, et que Christian Leroy me transmet. Alors, pourquoi ce seul dossier subsistant à l'époque? C'est un mystère. Pourquoi il n'a pas été déposé à l'école? C'est un autre mystère. Et pourquoi Christian Leroy n'a pas voulu non plus que je le dépose à l'école de son vivant? C'est un autre mystère, mais j'éclaircirai une partie tout à l'heure. Ce que l'on a à l'école française d'Athènes à ce moment-là, c'est un carnet de Jacques Coupry qui comprend un certain nombre de croquis, pas d'écrits, des croquis, un relevé de l'ensemble du nivellement de la maison, 3 lettres et quelques tirages photographiques qui les accompagnent. Et puis enfin, des archives de Christian Leroy, je reçois ces carnets associés à celui de Philippe Bruno et Eliane Raftopoulou que vous avez vu tout à l'heure pour 1961, ces inventaires, les photographies, elles, sous la forme de négatifs, sont déposées à l'école et je reçois aussi des tirages papier des travaux d'architectes. Il est à ce titre intéressant de noter que l'état lacunaire des archives reflète aussi celui du matériel issu des fouilles anciennes conservées dans les apothèques du musée de Délos. En effet, nous n'avons dans les réserves du musée pas un seul tesson des fouilles de Plassard, de Robert, de Coupry. Rien. En revanche, seuls les reliefs de ces années-là, qui sont globalement la documentation de sculptures, est ramenée au musée, ce qui est évidemment le reflet d'une hiérarchie manifeste des disciplines de l'archéologie. Un certain nombre d'indices dans les archives que j'avais à ma disposition ou dans les publications m'ont cependant poussé à mener l'enquête. Il était clair qu'il existait d'autres documents plus anciens que Leroy et Bruno avaient eux-mêmes eu en main à un moment donné. J'ai donc effectué un certain nombre de recherches dans les archives de l'EFA, facilitées ces dernières années par le remarquable travail de classement et de référencement qui a été effectué. Je remercie l'équipe. Et aussi, avec des trouvailles de hasard, Annette Peignard-Giraud a ainsi retrouvé dans les archives de la Maison des Stucs sur laquelle elle travaillait le rapport préliminaire sur les monnaies fait par Tony Hakens et qui concernait la Maison de Fournier. Une bonne partie de l'enquête a été résolue en 2019, l'année où j'ai vu Christian Leroy pour la dernière fois, chez lui, et qu'il m'a invité à chercher dans son bureau et à ouvrir les placards. J'y ai retrouvé une pile de pochettes plus ou moins classées qui contenait l'ensemble de ses notes et analyses faites sur la maison et sur son matériel. J'y ai retrouvé aussi sa correspondance, notamment avec le directeur Georges Do et avec différents collègues et surtout collaborateurs qui lui faisaient part de leur travail. Je vous montre ici un extrait simplement d'une lettre de l'architecte François Raymond qui montre qu'il n'est pas d'accord sur tout, c'est ce qu'il dit, hein, je ne suis pas d'accord sur tout, entre guillemets, l'escalier en poros disparu, les 2 vases de part et d'autre du dit escalier, point d'interrogation, jamais vu. Et puis, autre point intéressant qui confirmait un peu mon intuition, cette lettre de Philippe Bruno à propos d'une mosaïque sur laquelle il travaille, une mosaïque de la maison, et qui dit, je vous l'ai transcrit parce que les pattes de mouche de Philippe Bruno sont compliquées à lire, Plassard parle dans une lettre de 1968 d'une palme
et il imagine un sujet voisin de celui de l'Agora des Italiens. Cette lettre de Plassard de 1968, je ne l'ai pour l'instant pas retrouvée, j'ai deux pistes à suivre. La consultation de la correspondance de Charles Picard conservée à l'EFA et les lettres à Pierre Amandry conservées à la bibliothèque de l'Institut. J'ai également, aux surprises, retrouvé dans les archives de Leroy un carnet appartenant à François Raymond, son architecte principal, qui conserve à la fois des relevés et des dessins de l'étude de la maison de Fourny elle-même, des relevés faits sur le terrain, mais aussi un certain nombre de dessins d'ambiance qui participent de la grande tradition des architectes dessinateurs à Delos, qui montrent aussi d'ailleurs que le noir et blanc est manifestement la couleur de Delos, puisque cette bichromie est utilisée par d'autres architectes, comme Philippe Fraisse dans ses dessins d'ambiance, ou par Frédéric Siard. Alors, ce qui est intéressant dans ce carnet aussi, c'est de montrer donc que les données de la recherche ne sont pas que les données de la science, mais que nous en sommes aussi comptables dans notre travail d'archéologue. Et le Saint Graal que j'ai retrouvé dans une des pochettes, c'est des dizaines de fiches, de notes et références bibliographiques, ainsi que les tirages des photographies faites par Jacques Coupry en 1935 et dont le roi ne m'avait jamais parlé. Donc il subsistait bien des archives Coupry qui étaient conservées chez le roi. Alors cette documentation issue des photographies Coupry est absolument indispensable et essentielle à plusieurs titres. Ça m'a fait faire évidemment des sauts de cabri quand j'ai retrouvé cette pochette. D'abord, elle renseigne bien évidemment sur un état de la ruine aujourd'hui largement disparu ou fortement dégradé. La partie du grand escalier monumental qui se poursuivait sur l'ensemble est aujourd'hui disparue. Ici, je vous ai fait aussi un zoom sur la partie centrale de cette photo qui est derrière. On a retrouvé ici, donc aligné dans les choses qui sont sorties de la fouille, on a ici un superbe exemple de tuyauterie en plomb qui sert à confirmer une hypothèse de restitution de l'organisation des canalisations et des descentes d'eau pluviale. Ça, c'est vraiment un hasard. Il faut étudier ces photos de près. Ça nous montre aussi évidemment l'état de la ruine avant la fouille, puisque vous voyez par exemple sur cette photo que les deux, sur les colonnes, on a une trace claire et une trace plus foncée. La trace plus foncée correspond à ce qui était visible de la ruine avant même que l'on fouille. Donc si les Français sont allés fouiller dans cet endroit-là, c'est parce que la maison était quand même relativement visible dans le paysage. Et puis, chose intéressante aussi, elle conserve en filigrane la trace d'un certain nombre d'opérations antérieures. Là, vous avez une photo de la rue avec une des portes d'accès à une partie de la maison. Et on retrouve cette double trace identique avec une partie claire qui est dégagée depuis longtemps, une partie sombre qui vient d'être sortie de terre. Et on y reconnaît tout à fait la trace d'une fouille de tombe barouli, de pilleurs de tombes. En l'occurrence, le Tumbarolo, c'est André Plassard. Et on voit donc par où il est passé. D'abord, il a fouillé. Il est passé par là. Il a créé une espèce. Il a ouvert l'entrée. Puis ensuite, ils ont grimpé pour accéder au péristyle, qui était la chose qui les intéressait le plus. Cette documentation renseigne également sur la manière de travailler à une époque où la bibliographie est bien plus restreinte qu'aujourd'hui, temps béni, et les comparaisons beaucoup plus rares. On voit notamment que Jacques Coupry travaille en fiche, ce n'est pas le seul à faire cela, et il part d'une observation de terrain en convoquant ensuite, immédiatement, la bibliographie de référence qui va lui servir de cadre d'analyse. Il note ensuite en liste les comparanda des liens et les comparanda extérieurs au site, de sorte que, traditionnellement, chaque idée fait l'objet d'une fiche, ce qui fait qu'il n'y a parfois qu'une ou deux lignes par fiche. Donc c'est à la fois une documentation qui peut être décevante parce qu'on aimerait que la fiche soit complètement remplie, mais qui est quand même tout à fait intéressante sur la manière de travailler et sur les pistes d'interprétation. Cet ensemble permettra d'ailleurs de rendre à César ce qui est à César, puisque c'est à travers elle qu'on se rend compte que c'est bien à Jacques Coupry que l'on doit la plupart des grandes pistes d'interprétation de la maison de Fourny qui ont circulé ensuite, à savoir que c'est une maison d'Italiens et une maison d'associations éventuellement religieuses. Enfin, la découverte de ce lot d'archives documente une méthode d'archivage interne du producteur. Il n'y en a qu'un exemple, mais il incite à aller à considérer la chose dans d'autres fonds d'archives. Ici, vous avez à gauche la lettre définitive, une lettre
la lettre définitive envoyée au directeur Robert Demangel le 15 août 1936. Cette lettre définitive était conservée de longue date dans les archives de l'école. Et nous avons en regard à droite le brouillon ou la copie de la même lettre qui était dans la fameuse pochette que j'ai retrouvée chez Christian Leroy. Alors, elle pourrait être un brouillon, mais elle est rigoureusement identique à la lettre définitive dans sa présentation et ne comporte aucune rature. Elle est plus probablement une copie de la lettre réalisée par une main différente, sans être spécialiste de paléographie ou d'utilisation judiciaire des reconnaissances des mains. Vous voyez bien que la main n'est pas la même. Et c'est possiblement ici la main de Réjeanne Coupry, à moins que Jacques Coupry ait eu un assistant, dont on a déjà vu qu'elle assistait son mari pour les aquarelles et peut-être bien aussi pour les photographies, surtout quand c'est Jacques Coupry qui est représenté dessus. La synthèse de ce dossier archivistique nous permet également d'illustrer le fonctionnement d'une communauté scientifique à certains moments de son histoire et l'évolution de son rapport aux archives. Jusqu'à récemment, la transmission des dossiers se faisait dans le cercle d'une communauté relativement restreinte, celle des membres de l'école. De ce fait, nos grands anciens n'ont pas toujours pensé qu'il y aurait des sauts de génération ou des transferts extérieurs empêchant la part de transmission orale d'un dossier et la mémoire des faits non écrits qui ne sont pas des données de la science, mais qui lui sont indispensables. Par exemple, si Christian Leroy ne m'avait pas parlé à l'oral d'Eliane Raftopoulou, je n'aurais jamais pu lui attribuer le carnet anonyme conservé uniquement sous forme de photocopie que vous avez vu dans une diapo précédente. Ce qui ressort également des modalités de transmission des dossiers anciens et des longues discussions que j'ai pu avoir avec Christian Leroy sur ce point, c'est que le dépôt des archives d'archéologues à l'EFA ne se faisait pas de son vivant. Du moins pour les manuscrits, qui relèvent sans doute de la part la plus personnelle et la plus affective du travail scientifique. Petite remarque, Christian Leroy avait souhaité notamment qu'avant le dépôt des archives à l'école, il en subsiste quelque chose pour son fils Jérôme, soit qu'on lui transmette un carnet au moins, soit qu'on réalise une sorte de facsimilé. Ça n'a pas pu être réalisé. Mais on voit très bien qu'on est là, presque dans l'ordre de la relique et de la transmission à la famille du travail d'un archéologue. Comme on l'a vu, il existe donc très tôt une différence de statut entre les manuscrits, les photographies et les travaux d'architectes, du moins ceux qui sont finalisés. Cette différence implicite de statut explique sans doute, pour une part, la différence de temporalité de leurs dépôts respectifs. Cette forte personnalisation des dossiers a immanquablement rejailli sur leur identification dans les archives de l'EFA. Pour parler comme aujourd'hui, deux métadonnées primaient dans la recherche des archives, soit l'identité du responsable d'opération, soit l'identité de l'édifice. Ainsi, lorsque j'ai repris le dossier et que je suis allée aux archives, on m'a donné d'une part exclusivement les photographies qui émanaient des fouilles de Christian Leroy, mais on m'a donné l'ensemble des plans qui avaient été produits sur la maison de Fourny et produits par différents architectes. Comme l'a montré le tableau du début, c'est pourtant dans les archives de l'ensemble d'une équipe que l'on peut théoriquement trouver des informations, et de ce point de vue, les dépôts sont inégaux. Dans le mode d'identification ancien des lots d'archives, il existait donc une tension entre les notions d'individu et d'équipe. Ce qui le montre également, c'est la manière dont on nomme à l'époque ancienne les vestiges découverts. Ainsi, avant que la maison de Fourny ne s'appelle maison de Fourny, elle s'est d'abord appelée maison Plassard, puis maison Coupry. De la même façon pour le quartier du théâtre, avant d'être appelée maison du Dionysos, on l'appelait la maison Chamonat. Alors Archimage contribue avec grand profit à réduire ces tensions en rééquilibrant dans un dossier la part d'individuels et de collectifs, de séries et d'ensembles, par la diversité des interrogations que l'on peut poser. Grâce à l'aide de Calliope Christofi, j'ai pu interroger la version intégrale d'Archimage cet automne avec la mention Eliane Raftopoulou. C'était un hasard, ça m'est venu comme ça n'était pas du tout prémédité. Nous avons découvert avec Calliope ainsi un lot de près de 300 photographies que je ne connaissais pas. Il s'agit de photos de matériel céramique effectuées par Philippe Collet à la demande d'Eliane Raftopoulou en 1982.
C'est donc la preuve que le dossier céramique de la maison de Fourni a été confié à un moment donné à Eliane Raftopoulou, probablement à la demande de Christian Leroy, mais ce dont il ne m'avait jamais parlé. Dans le fond, Eliane Raftopoulou, seules quelques photos étaient identifiées comme appartenant à la maison de Fourni. Mais le pointage des numéros d'inventaire associés, effectué par Anne-Sophie Martz tout récemment, a permis d'établir que la quasi-totalité de ce fonds appartenait en réalité à la maison de Fourni. On ne peut donc se contenter de n'interroger la base qu'à partir des noms du responsable d'opération ou du nom de l'édifice. Il faut l'interroger sur le nom de tous les collaborateurs ayant participé au projet de près ou de loin, ce qui fait du monde, et ce qui nécessite d'avoir la mémoire de ces collaborations. Cela est d'autant plus important que l'archéologie moderne se construit sur la complémentarité des démarches entre séries d'objets et ensembles archéologiques. Ainsi, les archives sont aussi le reflet du classement que l'on relève dans les apothèques du musée de Délos. En effet, après un certain nombre de fouilles, certaines catégories d'objets ont été isolées pour des publications de corpus, sur les lampes, les bols à relief, les figurines de terre cuite par exemple, et surtout elles ont été extraites de leur tiroir d'origine en recevant généralement de nouveaux numéros d'inventaire. Il va donc falloir faire une recherche systématique sur le nom de tous ceux qui ont potentiellement eu en main du matériel de Fourni et retrouver les correspondances entre nos individus et les inventaires grecs du musée, auxquels nous n'avons pas accès librement, et qui ont, eux, une numérotation propre. Mais c'est une autre aventure qui fera l'objet d'un prochain épisode et je vous remercie de votre attention.